En 1969, la NASA a délibérément écrasé un vaisseau spatial sur la Lune. Les sismomètres qu'ils avaient plantés à la surface ont enregistré quelque chose qui a stupéfait chaque scientifique ayant consulté les données. La Lune a vibré pendant près d'1 heure, comme une cloche, comme quelque chose de vaste et de creux résonnant sous la surface. Ils ont répété l'expérience. La fois suivante, les vibrations ont duré plus de 3 heures. Les propres scientifiques de la NASA ont déclaré que la Lune avait sonné comme une cloche, puis ils sont passés à autre chose. Mais la question n'a jamais disparu, parce que ce tintement n'était pas la seule chose étrange que les astronautes ont vécue là-haut. Sur la face cachée de la Lune, totalement coupée de la Terre, l'équipage d'Apollo 10 a entendu des sons qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Un sifflement lugubre traversant leur casque pendant près d'1 heure. Ils en ont discuté entre eux et ils ont choisi de n'en parler à personne. Ce soir, nous allons sur la Lune. Pas la Lune des manuels scolaires. La vraie. Celle avec des lumières inexpliquées qui scintillent à sa surface depuis plus de 1000 ans. Celle avec des grottes confirmées sous son sol. Celle qui possède un isotope valant 20 millions de dollars le kilogramme. Et celle vers laquelle 4 êtres humains foncent en ce moment même, plus loin de la Terre que quiconque ne l'a été depuis plus de 50 ans. Que cherche-t-il vraiment là-haut? Au cours des 2 prochaines heures, nous allons suivre les mystères, la science et les secrets de la Lune. Nous commencerons par une expérience qui a fait sonner la Lune comme une cloche et a déclenché l'une des théories les plus étranges de la science moderne. Nous écouterons les sons lugubres que 3 astronautes ont entendus derrière la Lune et nous saurons s'ils ont débattu d'en parler à quiconque. Nous examinerons des lumières qui apparaissent sur la Lune depuis un millénaire. Nous affronterons la collision qu'il a créée, une collision si violente qu'elle a peut-être vaporisé 2 mondes entiers. Nous descendrons dans des grottes sous sa surface, dont l'existence vient d'être confirmée. Nous suivrons la piste d'une mission secrète qui n'a presque certainement jamais eu lieu, mais qui refuse de disparaître. Et nous poserons la question que personne à la NASA ne semble pressé de répondre. Après avoir marché sur la Lune 6 fois, l'humanité a simplement cessé d'y aller pendant 54 ans, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Et que cherche-t-il vraiment là-haut? Le 20 novembre 1969. 3 mois après que Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les premiers êtres humains à marcher sur la surface lunaire, Apollo 12 achevait le 2e alunissage habité. Les astronautes Pete Conrad et Alan Bean avaient terminé leur travail à la surface. Ils avaient rejoint Dick Gordon dans le module de commande en orbite au-dessus. Et maintenant, ils en avaient fini avec leur module lunaire. L'étage de remontée avait rempli sa fonction. C'était du poids mort. Alors la NASA a fait quelque chose de délibéré. Elle l'a renvoyé vers le bas. Le module lunaire a été orienté vers un point précis de la surface lunaire, à environ 65 km de l'endroit où l'équipage d'Apollo 12 avait installé un réseau d'instruments sismiques. L'impact équivalait à peu près à 1 tonne de TNT frappant la roche solide à plus de 4800 km/h. Les sismomètres ont enregistré le choc immédiatement. C'était prévu. Ce qui s'est passé ensuite ne l'était pas. La Lune a vibré et elle a continué à vibrer. Pas pendant quelques secondes, pas pendant quelques minutes, pendant près d'1 heure. Le signal s'est amplifié pendant 8 minutes, a atteint son pic, puis lentement, graduellement, à contre-cœur,
s'est estompé. Sur Terre, un séisme d'énergie comparable se dissipe en 30 secondes à 2 minutes. Le sol tremble. L'énergie est absorbée par l'eau dans la roche, par les matériaux en fusion dans les profondeurs, par la structure spongieuse et humide d'une planète géologiquement active. Les vibrations meurent. Mais la Lune n'est pas la Terre. La Lune est sèche, complètement sèche. Il n'y a pas d'humidité dans sa roche pour absorber l'énergie. Il n'y a pas d'eau liquide nulle part dans sa structure. L'intérieur est rigide, froid et inflexible. Et donc les ondes sismiques ont continué leur course, rebondissant, réverbérant, résonnant à travers l'intérieur comme le son dans une cathédrale, comme le son sous les voûtes de Notre-Dame de Paris. Les scientifiques de la NASA ont décrit le phénomène avec une expression qui allait prendre une vie bien au-delà de ce qu'ils avaient voulu dire. Ils ont dit que la Lune avait sonné comme une cloche. Ils l'entendaient comme une métaphore, une façon de décrire la durée inhabituellement longue du signal sismique. Ils essayaient de capturer l'étrangeté d'un objet qui ne se comportait absolument pas comme notre planète lorsqu'on le frappait. Mais l'expression s'est échappée du laboratoire. Elle s'est échappée des articles techniques et elle a planté une graine qui n'a cessé de grandir depuis. Parce que si la Lune a sonné comme une cloche, les gens ont demandé « Est-ce que cela signifie qu'elle est creuse ?» La réponse de la science officielle est claire et catégorique. Non. Des décennies de données sismiques provenant d'instruments placés par Apollo 12, 14, 15 et 16 ont cartographié l'intérieur de la Lune avec un détail considérable. La Lune possède une croûte mince d'environ 45 km de profondeur. En dessous se trouve un manteau étendu de roches denses. Sous le manteau se situe une couche limite partiellement fondue. Et au centre même se trouve un petit noyau dense en fer d'un rayon d'environ 330 km. Le facteur de moment d'inertie, un nombre qui décrit comment la masse est distribuée à l'intérieur d'un corps sphérique, confirme cela. Une sphère parfaitement creuse obtiendrait un score de 0,67. Une sphère solide, uniforme, obtiendrait 0,4. La Lune obtient 0,394. C'est presque exactement ce que l'on attendrait d'un corps solide avec un petit noyau dense et un matériau de densité presque constante autour. Pas creuse, solide. Mais voici où l'histoire ne se termine pas aussi proprement qu'on pourrait le penser, parce que l'expérience de la cloche a été répétée et les résultats sont devenus encore plus étranges. Après qu'Apollo 13 eut souffert de sa célèbre défaillance et que l'équipage eut dû annuler son alunissage, la NASA a utilisé l'étage supérieur S4B de la mission pour la science. Ils l'ont écrasé sur la Lune à environ 137 km des sismomètres d'Apollo 12. Le S4B était bien plus lourd que l'étage de remontée du module lunaire. L'impact équivalait à 11 tonnes et demie de TNT. Cette fois, la Lune n'a pas seulement sonné, elle a hurlé. Les ondes de choc étaient 30 fois plus puissantes que celles de l'impact d'Apollo 12. Les vibrations ont duré non pas 1 heure, mais plus de 3 heures. L'astronaute Jack Swigert a plaisanté en disant que c'était la seule chose de cette mission à avoir bien fonctionné. Entre 1972 et 1977, le réseau sismique a enregistré 28 séismes lunaires peu profonds provenant de seulement 20 à 30 km sous la surface. Certains d'entre eux atteignaient 5,5 sur l'échelle de Richter. Sur Terre,
C'est assez pour fissurer des murs et faire glisser des meubles lourds à travers une pièce. Et sur la Lune, ces vibrations ne se sont pas estompées en quelques minutes. Elles ont persisté. La roche sèche et rigide transmettait l'énergie presque sans perte, comme un diapason que personne ne pouvait toucher pour le faire taire. L'explication scientifique est solide. La Lune est extrêmement sèche et son intérieur manque des couches liquides et semi-liquides qui amortissent les vibrations sur Terre. Le comportement sismique est inhabituel, mais entièrement cohérent avec un corps anhydre rigide. Clive Neal, un scientifique lunaire à l'Université de Notre-Dame, l'a expliqué clairement. Sans eau pour affaiblir la pierre et absorber l'énergie, les ondes sismiques se propagent simplement beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps que sur notre planète. Il n'y a aucun mystère dans la physique. Mais il y a une lacune dans nos connaissances, et cette lacune compte. Terry Herford, un géophysicien de la NASA développant l'expérience sismique pour le programme Artemis, a été franc à ce sujet. Il a déclaré que notre compréhension de l'intérieur de la Lune reste rudimentaire et limitée. Les sismomètres placés par Apollo étaient à la pointe de la technologie pour les années 1970. Ils ont fonctionné jusqu'en 1977, quand la NASA les a éteints pour économiser de l'argent. Pendant près de 50 ans, nous n'avons eu aucun instrument sismique actif sur la Lune. Le programme Artemis va changer cela. De nouveaux sismomètres sont en cours de conception. Des instruments bien plus sensibles que tout ce qu'Apollo a transporté, et ils sont en route vers la Lune en ce moment même. Alors non, la Lune n'est pas creuse. La science est claire là-dessus, mais notre compréhension de ce qu'il y a à l'intérieur est, de l'aveu même de la NASA, incomplète. Et l'expérience de la cloche n'était pas la seule chose étrange qui s'est produite là-haut. Parce que 2 mois avant qu'Apollo 12 n'écrase son module lunaire sur la surface, un autre équipage a vécu une expérience sur la face cachée de la Lune qu'ils ont choisi de ne pas signaler. Ils ont entendu quelque chose qui ressemblait, selon leurs propres mots, à de la musique venue de l'espace. Et ils ont débattu entre eux pour savoir si quelqu'un les croirait s'ils en parlaient. Mai 1969, 2 mois avant l'alunissage qui allait changer le monde. Apollo 10 est la répétition générale, le dernier test avant qu'Armstrong et Aldrin ne tentent la descente. Tout dans cette mission est conçu pour prouver que le matériel fonctionne. Le module lunaire va se séparer du module de commande, descendre à moins de 15 km de la surface, puis remonter. Pas d'alunissage, pas de premier pas, juste la confirmation que les machines peuvent faire ce qu'elles doivent faire. L'équipage est parmi les pilotes d'essai les plus expérimentés au monde. Thomas Stafford commande. John Young pilote le module de commande. Jan Cernan pilote le module lunaire. À eux 3, ils ont accumulé des milliers d'heures de vol dans certains des aéronefs les plus exigeants jamais construits. Ce ne sont pas des hommes qui se laissent facilement déstabiliser. Dans le cadre de la mission, le module lunaire se sépare du module de commande et les 2 vaisseaux orbitent autour de la face cachée de la Lune de manière indépendante. Et c'est là que la situation devient différente de tout ce que l'expérience humaine a jamais connu. Sur la face cachée de la Lune, il n'y a aucun contact avec la Terre. Aucun. La Lune elle-même bloque tous les signaux radio. Pas de transmission vocale, pas de télémétrie, pas de lien vital avec Houston.
Pendant environ 1 heure à chaque orbite, l'équipage est totalement coupé du reste de l'humanité. Ce sont les êtres humains les plus isolés qui aient jamais existé. La face cachée de la Lune n'est pas seulement éloignée, elle est silencieuse d'une manière qu'aucun endroit sur Terre ne peut être. Il n'y a pas d'atmosphère pour transporter le son. Il n'y a pas de bruit ambiant. Il n'y a rien d'autre que le léger bourdonnement des systèmes du vaisseau et le vide au-delà des hublots. Et c'est à ce moment-là qu'ils entendent le son. Les mots exacts, préservés sur les bandes d'enregistrement embarquées, ces enregistrements de cockpit informels qui étaient plus relâchés que les transmissions publiques vers Houston, racontent l'histoire. Cernan parle en premier. « Tu entends ça? Ce sifflement ?» Puis il l'imite. Un son long et étiré. Puis il dit « Cette musique a même un son d'un autre monde, tu ne trouves pas ?» Young répond « Toi aussi tu as entendu ce sifflement ?» Et puis Cernan prononce les mots qui résonneront pendant des décennies. « Tu sais, c'était bizarre. C'est exactement comme quelque chose venu de l'espace. Vraiment. Qui va nous croire ?» Young répond simplement « Personne. » Cernan continue « Est-ce qu'on devrait leur en parler ?» Et après une pause, « Je ne sais pas. On devrait y réfléchir un peu. » Le son a duré près d'1 heure. Les 3 astronautes l'ont entendu indépendamment. Ce n'était pas un bref artefact ou une interférence momentanée. Cela a persisté pendant toute la période qu'ils ont passée derrière la Lune, coupés de la Terre. Ils en ont discuté entre eux et ils ont pris une décision. Ils ont choisi de ne pas le signaler au contrôle de mission. L'audio a été enregistré sur les bandes embarquées. Les transcriptions ont été déclassifiées en 1976, mais largement ignorées. Ce n'est qu'en 2016 qu'un documentaire a porté les enregistrements à l'attention du grand public. Pendant 40 ans, la musique d'Apollo 10 était restée dans les archives, entendue par presque personne. L'explication scientifique est directe et bien comprise. Quand 2 émetteurs radio VHF fonctionnent sur des fréquences proches, ils produisent ce qu'on appelle des fréquences de battement. L'interférence entre les 2 signaux génère des tonalités oscillantes et ondulantes qui peuvent sembler lugubres, musicales et profondément étranges si on ne les a jamais entendues auparavant. Le module lunaire et le module de commande avaient chacun des radios VHF qui étaient actives pendant la séparation. L'interférence entre elles a créé exactement le type de son que les astronautes ont décrit. Michael Collins, le pilote du module de commande d'Apollo 11, a entendu la même chose quelques mois plus tard quand il orbitait seul, pendant qu'Armstrong et Aldrin marchaient sur la surface. Mais Collins avait été prévenu à l'avance. Il a écrit dans ses mémoires que s'il n'avait pas été averti, cela lui aurait foutu une trouille monumentale. L'historien spatial Andrew Shakin a confirmé que les radios des 2 vaisseaux interféraient l'une avec l'autre et que c'était la source du son. Affaire classée, pourrait-on penser, mais tout le monde n'est pas convaincu. Hal Worden, qui a volé sur Apollo 15 en tant que pilote du module de commande et a passé du temps seul derrière la Lune, tout comme Collins, a remis en question l'explication officielle. Il a dit que l'équipage d'Apollo 10 était très habitué au genre de bruit qu'il devait entendre. La logique me dit que si quelque chose a été enregistré sur ces bandes, alors il y avait quelque chose. Le désaccord entre astronautes est en soi révélateur. Ce sont des personnes qui ont passé des années à s'entraîner avec cet équipement. Ils savaient à quoi ressemblait une interférence radio
Ils avaient entendu de la friture, du feedback, des communications croisées et tous les types d'artefacts électromagnétiques que les vaisseaux spatiaux produisent. Et pourtant, Cernan, Young et Stafford ont trouvé le son suffisamment inhabituel pour en discuter, suffisamment étrange pour débattre de la nécessité de le signaler, et finalement suffisamment perturbant pour garder le silence. La raison de ce silence vous apprend quelque chose d'important sur la culture du programme Apollo. Dans les années 1960, la NASA fonctionnait selon un principe que les astronautes appelaient en privé la règle du mentir pour voler. Toute indication d'instabilité psychologique, toute suggestion qu'un astronaute voyait ou entendait des choses qui n'existaient pas, pouvait mettre fin à une carrière instantanément. La compétition pour les postes de vol était féroce. Des dizaines de pilotes hautement qualifiés attendaient chaque place. Signaler des sons étranges sur la face cachée de la Lune, des sons sans source évidente, alors qu'on est coupé de tout contact avec la Terre, ce n'était pas seulement inhabituel, c'était un risque professionnel. Les théoriciens du complot se sont emparés de cela. Si ce n'était que de l'interférence radio, demandent-ils, pourquoi le secret? Pourquoi 3 pilotes d'essais expérimentés ont-ils discuté entre eux pour savoir s'ils devaient en parler à quelqu'un? Pourquoi ont-ils envisagé la possibilité que personne ne les croirait? La réponse des historiens est que les astronautes étaient simplement prudents dans un environnement où la prudence était une question de survie. Ils ont entendu quelque chose d'inhabituel. Ils ne savaient pas ce que c'était, et plutôt que de risquer d'être étiquetés comme instables, ils ont gardé le silence. L'explication rend presque certainement compte de la musique. L'interférence de fréquences radio entre 2 vaisseaux proches, opérant sur des fréquences similaires, est un phénomène bien documenté. Elle produit exactement le type de tonalités ondulantes et lugubres que l'équipage a décrites. Mais l'incident révèle quelque chose de plus profond qu'un problème technique. Il révèle comment la Lune affecte les personnes qui s'y rendent. L'isolement, le silence, la conscience d'être plus loin de tout autre être humain que quiconque ne l'a jamais été. La face cachée de la Lune, avec sa surface cratérisée, tournée en permanence à l'opposé de la Terre, est un endroit qui vous dépouille de tout réconfort. Il n'y a pas de ciel que vous reconnaissez au-dessus de vous. Il n'y a pas de sol familier en dessous de vous. Et les seuls sons sont ceux que votre vaisseau produit, et tout ce qui traverse la radio. L'équipage d'Apollo 10 a entendu des interférences radio. C'est presque certainement ce qui s'est passé. Mais le fait que cela ressemblait à de la musique, que cela ressemblait à quelque chose venu de l'espace, que cela a fait hésiter 3 des êtres humains les plus endurcis de la planète à en parler, vous dit quelque chose sur la Lune elle-même. C'est un endroit qui rend le familier étranger. Et la musique n'est pas la chose la plus étrange que les gens aient observée là-haut, parce que les sons que les astronautes ont entendus ont duré 1 heure, puis se sont arrêtés. Mais les lumières qui ont été vues sur la surface de la Lune apparaissent depuis plus de 1000 ans, et certaines d'entre elles n'ont jamais été expliquées. Le 18 juin 1178, 5 moines à la cathédrale de Canterbury en Angleterre contemplent le ciel nocturne. Le croissant de lune pend au-dessus d'eux, une mince tranche brillante dans l'obscurité. Et puis quelque chose se produit dont ils se souviendront pour le reste de leur vie. La corne supérieure du croissant se fend. Une torche enflammée jaillit de la fissure, crachant ce que les moines décrivent comme du feu,
des charbons ardents et des étincelles. La Lune elle-même semble palpiter, se tordant selon leurs mots comme un serpent blessé. Les moines documentent l'événement dans la chronique de Gervais de Canterbury. Leur récit survit jusqu'à nos jours. C'est l'un des plus anciens cas documentés de ce que les scientifiques appellent désormais des phénomènes lunaires transitoires. Ce terme a été inventé par l'astronome Patrick Moore en 1968. Il décrit des événements brefs et inexpliqués observés à la surface de la Lune. Des éclairs, des lueurs, des obscurcissements brumeux où les détails de surface semblent se brouiller ou disparaître, des effets d'ombre anormaux, des colorations rougeâtres dans des cratères qui ne devraient montrer que de la roche grise. Et ces événements ne sont pas rares. Plus de 3000 phénomènes lunaires transitoires ont été documentés au cours des 2000 dernières années. Ils ont été rapportés par des astronomes amateurs, du personnel d'observatoires professionnels et certains des scientifiques les plus respectés de l'histoire. En 1787, William Herschel, l'homme qui a découvert la planète Uranus, a rapporté avoir observé une lumière brillante luisant sur la face sombre de la Lune pendant une nuit entière. Pas un éclair momentané, une lueur soutenue durant des heures. En 1958, l'astronome soviétique Nikolai Kozyrev a réalisé une photographie spectrale d'un événement rougeâtre anormal à l'intérieur du cratère Alphonsus. Il croyait que ces instruments avaient détecté de la vapeur de carbone libérée de l'intérieur de la Lune. Ces résultats ont été contestés, mais jamais totalement réfutés. Et puis, en 1969, pendant l'orbite lunaire d'Apollo 11, le contrôle de mission a reçu des rapports d'astronomes amateurs sur Terre qui observaient une luminosité inhabituelle près du cratère Aristarque. Houston a relayé l'observation à l'équipage et leur a demandé de vérifier. Neil Armstrong a regardé par son hublot et a confirmé. Il a décrit une zone considérablement plus illuminée que la zone environnante. Elle semblait luire. La science moderne a fait des progrès significatifs dans la compréhension de ce qui cause au moins certains de ces événements. L'Agence spatiale européenne a dirigé un projet appelé NELIOTA de 2017 à 2023, spécifiquement conçu pour surveiller la Lune à la recherche d'éclairs d'impact. Sur 4 ans, le projet a confirmé 113 éclairs et 70 événements suspects. Leurs données suggèrent que la Lune est frappée par environ 7,4 météoroïdes par heure. Ces impacts produisent des éclairs de lumière d'une durée de quelques millisecondes, visibles depuis la Terre à travers des télescopes. Les éclairs courts, ceux ne durant qu'une fraction de seconde, sont presque certainement des impacts de météoroïdes. Une petite roche, voyageant à des dizaines de milliers de kilomètres à l'heure, frappe la surface. L'énergie cinétique se convertit en chaleur et en lumière en un instant. L'éclair est bref, brillant et parfaitement compris. Mais les éclairs courts ne rendent pas compte de tout. Il existe une deuxième catégorie d'événements durant des minutes plutôt que des millisecondes. Ces lueurs de durée moyenne sont probablement causées par le dégazage. La Lune, malgré sa réputation de monde mort, laisse fuir du gaz de son intérieur. Le radon, un gaz radioactif produit par la désintégration de l'uranium et du thorium dans la croûte lunaire, suinte à travers les fissures et les fractures de la roche. Quand il atteint la surface, l'interaction entre le gaz qui s'échappe et les particules chargées de l'environnement lunaire peut produire de faibles lueurs.
Celles-ci tendent à se concentrer dans des zones spécifiques. Le cratère Aristarque, le même cratère où Armstrong a observé une illumination inhabituelle, présente certaines des concentrations de radon les plus élevées mesurées à la surface de la Lune. L'Oceanus Procellarum, une vaste plaine sombre sur la face visible, montre des niveaux élevés similaires. C'est réel. La Lune est encore géologiquement active dans un sens limité. Elle fuit du gaz. Elle a des séismes lunaires peu profonds. Elle possède des régions de flux de chaleur anormales. Ce n'est pas le monde complètement mort et gelé que les manuels scolaires ont décrit pendant des décennies. Mais il existe une troisième catégorie d'événements. Les observations de longue durée, celles qui durent des heures. L'observation de Herschel, en 1787, d'une lueur soutenue durant une nuit entière. Les moines de Canterbury, témoins de ce qui semblait être une éruption suffisamment longue pour être décrite en détail vivant. Ces événements ne s'inscrivent proprement ni dans la catégorie des éclairs d'impact, ni dans celle du dégazage. Ils sont trop longs pour des impacts. Ils sont trop brillants et trop spectaculaires pour des suintements de radon. En 2024, une étude d'Alexios Liakos à l'Observatoire national d'Athènes a analysé la distribution des impacts de météoroïdes sur la surface lunaire. Son équipe a constaté que les impacts frappent la Lune de manière presque homogène, ce qui signifie qu'ils sont distribués de façon assez uniforme. Cela suggère que le regroupement apparent des phénomènes lunaires transitoires à certains points chauds, comme Aristarque, est en partie le résultat d'un biais d'observation. Les astronomes tendent à observer les caractéristiques les plus proéminentes. Ils pointent leurs télescopes vers les cratères brillants et les formations spectaculaires. Ils observent certaines régions plus souvent que d'autres. Une partie du regroupement est simplement le résultat de l'endroit où nous regardons plutôt que de l'endroit où les événements se produisent. Mais le biais n'explique pas tout. Aristarque montre véritablement des niveaux de radon plus élevés et une incidence plus importante d'observations inhabituelles. Il se passe quelque chose dans ce cratère qui va au-delà du simple hasard. Le professeur Hakan Kayal, à l'université Julius Maximilian de Würzburg en Allemagne, a construit un système de télescopes dédié spécifiquement conçu pour surveiller systématiquement la Lune à la recherche de phénomènes transitoires. C'est l'un des premiers efforts modernes pour étudier ces événements avec une méthodologie cohérente plutôt que de s'appuyer sur des rapports sporadiques d'amateurs. Son travail est en cours et ces données sont encore en collecte. Nous en sommes au premier stade de la compréhension réelle de ce qui se passe à la surface de la Lune. En France, l'Observatoire de Paris-Meudon et l'Institut d'astrophysique de Paris suivent de près ces recherches, contribuant à une compréhension européenne de ces phénomènes qui défient encore nos modèles. Les implications vont au-delà de la simple curiosité. Si la Lune montre des signes d'activité interne depuis 1000 ans et que nous ne faisons que commencer à construire des instruments suffisamment sophistiqués pour comprendre pourquoi, alors qu'est-ce que nous pourrions manquer d'autre? Quels autres processus se déroulent sous cette surface grise que nous n'avons pas encore détectés? Le programme Artemis comprend des instruments conçus pour répondre exactement à ces questions. De nouveaux sismomètres, de nouveaux spectromètres, de nouveaux capteurs orbitaux étudieront la Lune avec une technologie qui fait paraître les instruments de l'ère Apollo primitif. Nous sommes sur le point d'apprendre des choses sur notre plus proche voisin que nous n'avons jamais su. Mais les Lumières ne sont pas le mystère le plus profond.
Elles sont des symptômes, des signes que la Lune est plus complexe et plus active que quiconque ne le supposait. La question plus profonde, celle qui se trouve sous tous ces phénomènes de surface, est la question de l'origine. D'où vient la Lune? Parce que quand on examine la théorie dominante, quand on regarde les chiffres, et la chimie, et la physique, on découvre quelque chose qui devrait vous faire réfléchir. La Lune, selon toute analyse raisonnable, ne devrait pas exister. Les conditions requises pour la créer étaient si spécifiques, si violentes et si improbables que les scientifiques qui étudient le problème ont commencé à se demander s'il pourra jamais être entièrement résolu. Il y a 4,5 milliards d'années, le système solaire était un derby de démolition. Des dizaines de protoplanètes, des mondes à moitié formés de roches fondues et de métal, filaient à travers le système solaire interne sur des orbites qui se chevauchaient. Les collisions n'étaient pas des événements rares. Elles étaient la méthode principale de construction planétaire. Les mondes grossissaient en se fracassant les uns contre les autres, fusionnant, absorbant, détruisant. Et environ 50 millions d'années après la formation du Soleil, l'une de ces collisions s'est produite ici. Une protoplanète de la taille approximative de Mars, un corps que les scientifiques ont nommé Theia, d'après la déesse grecque, qui était la mère de la déesse lunaire Sélénée, a frappé la Terre primitive. L'énergie de l'impact est presque impossible à concevoir. Deux mondes entrant en collision à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde. L'impact a vaporisé la roche. Il a liquéfié des masses de matériaux équivalentes à des continents entiers. Il a projeté un vaste nuage de débris en orbite autour de la Terre fracassée. Et à partir de ce nuage de débris, sur des milliers ou des millions d'années, la Lune s'est condensée. La gravité a attiré les fragments ensemble. La chaleur les a soudés en un corps unique. Un nouveau monde est né de la violence de deux mondes entrant en collision. C'est l'hypothèse de l'impact géant. C'est l'explication scientifique dominante de l'origine de la Lune et elle explique beaucoup de choses. Elle explique pourquoi la Lune n'a presque pas de noyau de fer par rapport à sa taille. La plupart du fer se serait fusionné avec le noyau terrestre pendant l'impact, tandis que le matériau rocheux plus léger était projeté en orbite. Elle explique le moment angulaire du système Terre-Lune. Elle explique pourquoi la Lune est appauvrie en éléments volatiles, les matériaux plus légers qui auraient été évaporés par la chaleur formidable de la collision. Pendant des décennies, l'hypothèse de l'impact géant a semblé être une solution propre et élégante. Deux mondes entrent en collision. Les débris forment un disque. Le disque devient la Lune. Simple, violent, complet. Et puis, les échantillons d'Apollo ont commencé à parler. Quand les scientifiques ont analysé les roches que les équipages d'Apollo ont rapportées de la surface lunaire, ils s'attendaient à trouver l'empreinte chimique de Theia. Les simulations informatiques de l'impact géant montraient systématiquement que 60 à 80% du matériau de la Lune aurait dû provenir de Theia, l'impacteur, avec seulement 20 à 40% provenant de la Terre. Deux mondes différents devraient avoir des signatures chimiques différentes, des ratios différents d'isotopes d'oxygène, des compositions isotopiques de titane différentes, des profils isotopiques de chrome différents. La Lune devrait être un mélange de deux corps et la composante de Theia devrait dominer. Mais ce n'est pas ce que les roches ont montré.
Les ratios d'isotopes d'oxygène dans les échantillons lunaires étaient virtuellement identiques à ceux de la Terre. Les isotopes de titane correspondaient. Les isotopes de chrome correspondaient. La Lune n'est pas un mélange, c'est un clone chimique presque parfait de notre planète. C'est la crise isotopique et elle hante la science lunaire depuis des décennies. Robin Canup du Southwest Research Institute l'a qualifiée d'épine dans le flanc de la théorie de l'impact. Si un corps de la taille de Mars a percuté la Terre et contribué la plupart du matériau qui est devenu la Lune, où est la signature chimique de Theia? Pourquoi la Lune ressemble-t-elle à la Terre et uniquement à la Terre? Les scientifiques ont proposé plusieurs solutions. Certains suggèrent que Theia avait par hasard la même composition isotopique que la Terre, une coïncidence que beaucoup trouvent inconfortable. D'autres proposent une version bien plus violente. La collision aurait vaporisé les deux corps entièrement, créant une synestia, un gigantesque nuage en forme de beignet de vapeur de roche surchauffée. À l'intérieur, les températures dépassaient 10 000 degrés. Tout était mélangé. La nouvelle Terre et la nouvelle Lune se sont condensées à partir de ce nuage partagé, ce qui explique leur chimie identique. Une étude de 2025 soutient ce modèle, mais il crée ses propres problèmes. En 2024, une revue complète a conclu que l'enquête sur l'origine de la Lune est encore loin d'une résolution. Et en 2025, des chercheurs à Oxford ont proposé que la Lune ait été formée par 3 impacts séquentiels ou plus, chacun éjectant principalement du matériau terrestre. Élégant, mais improbable. Eric Asfog, de l'Université de Californie à Santa Cruz, a capturé la frustration du domaine quand il s'est demandé à voix haute si la formation de la Lune n'était pas devenue un problème insoluble. Et c'est là que la conversation devient intéressante, parce que pendant que la science officielle se débat avec les ratios isotopiques et la physique des impacts, il existe une théorie plus ancienne qui refuse de mourir. En 1970, 2 membres de l'Académie des sciences de l'URSS, Mikhail Vassin et Alexandre Shcherbakov, ont publié un article dans le magazine soviétique Sputnik, proposant que la Lune n'est pas un corps naturel du tout. Ils ont argumenté qu'il s'agit d'un planétoïde évidé placé en orbite par une intelligence extraterrestre. Leurs preuves incluaient la faible densité de la Lune, ses cratères inhabituellement peu profonds, les données sismiques de la cloche qui résonne et la présence de métaux traités comme le titane dans le sol lunaire. La communauté scientifique a rejeté l'article immédiatement, et à juste titre. Chaque élément de preuve cité par Vassin et Shcherbakov a une explication naturelle. La faible densité s'explique par l'absence d'un grand noyau de fer. Les cratères peu profonds s'expliquent par le rebond isostatique. Le tintement sismique est une conséquence de la sécheresse de la Lune. Le titane existe dans le minéral ilménite, un oxyde de fer et de titane naturel qui est abondant dans le basalte lunaire. Mais les points de données qu'ils ont cités étaient réels. Les anomalies qu'ils ont identifiées étaient authentiques. Et le fait que la science moderne ne puisse toujours pas expliquer entièrement comment la Lune s'est formée donne à leurs questions, sinon à leurs réponses, une résonance tenace. La Lune ne devrait pas être aussi grande qu'elle l'est. Avec 1/4 du diamètre de la Terre, elle est anormalement grande pour un satellite. Aucun autre ratio planète-Lune dans le système solaire ne s'en approche, à l'exception de Pluton et Charon. Et Pluton est une planète naine.
La Lune ne devrait pas être un jumeau chimique de la Terre. L'impact qu'il a créé aurait dû laisser une signature différente. Et la Lune ne devrait pas être exactement de la bonne taille et exactement à la bonne distance de notre planète pour créer la coïncidence optique la plus extraordinaire du système solaire connu. Une coïncidence si précise que les scientifiques la qualifient d'exquise. Cette coïncidence implique le Soleil, et c'est le sujet que nous allons maintenant aborder. Il y a un nombre qui n'a aucune raison d'être aussi net qu'il l'est. Le Soleil est environ 400 fois plus grand en diamètre que la Lune. Et le Soleil se trouve environ 400 fois plus loin de la Terre que la Lune. 400 contre 1 en taille, 400 contre 1 en distance. Le résultat de ce ratio est que le Soleil et la Lune apparaissent presque exactement de la même taille angulaire dans notre ciel, environ 1/2 degré. Quand vous levez votre pouce à bout de bras, le Soleil et la Lune se cachent derrière lui de manière égale. C'est pourquoi les éclipses totales de Soleil sont possibles. Pendant une éclipse totale, la Lune glisse devant le Soleil et le couvre parfaitement. Pas trop, pas trop peu. Le disque de la Lune correspond au disque du Soleil, si précisément qu'il bloque la photosphère éblouissante, la surface du Soleil, tout en révélant la couronne. La couronne est l'atmosphère extérieure du Soleil, un halo de plasma surchauffé s'étendant sur des millions de kilomètres dans l'espace, brillant d'une lumière éthérée et nacrée. Dans des conditions normales, vous ne pouvez pas la voir. La photosphère est trop brillante. La couronne est complètement noyée par l'éclat. Mais pendant une éclipse totale, avec la Lune agissant comme un masque parfait, la couronne se révèle. Des filaments vaporeux de plasma magnétisé s'étirant dans le vide. Des boucles et des arcs de particules chargées piégées dans les lignes de champ magnétiques. Une structure si belle et si étrangère que les personnes qui assistent à une éclipse totale la décrivent souvent comme l'expérience la plus profonde de leur vie. En France, des millions de personnes en ont fait l'expérience lors de la grande éclipse de 1999, quand une bande de totalité a traversé le pays de la Normandie à l'Alsace. Et voici ce qui rend cela extraordinaire. Aucune autre lune dans le système solaire entier ne fait cela. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Phobos est trop petite pour couvrir le Soleil. Elle crée des transits, de minuscules points sombres traversant la face du Soleil, pas des éclipses. Les lunes de Jupiter sont de la mauvaise taille et à la mauvaise distance. Les lunes de Saturne, les lunes de Neptune, aucune d'entre elles ne produit quoi que ce soit de proche d'une éclipse totale parfaite. Seule la Lune de la Terre crée cet effet. Uniquement ici, sur cette seule planète orbitante autour de cette seule étoile avec cette seule lune, la géométrie s'aligne si précisément qu'une espèce intelligente peut se tenir à la surface et voir la couronne de sa propre étoile révélée par le passage de son propre satellite. Mark Maysey, de l'Université de Hertfordshire, a noté que la conséquence de ce ratio est que le diamètre angulaire du Soleil et de la Lune dans le ciel sont presque exactement les mêmes. Et l'astrophysicien Grant Tremblay a qualifié cela d'incroyable coïncidence cosmique, tout en assurant à tous que c'est vraiment juste une coïncidence, mais une coïncidence profondément chanceuse. Maintenant, voici le détail qui élève cela de la curiosité à quelque chose approchant l'étrange. Cet alignement est temporaire. La Lune s'éloigne de la Terre. Chaque année, elle recule de 3,8 cm. Cela a été mesuré avec une précision extraordinaire en utilisant des réflecteurs laser
que les astronautes d'Apollo ont placé sur la surface lunaire. Des scientifiques sur Terre tirent des lasers sur ces réflecteurs et mesurent le temps que met la lumière pour rebondir. Les mesures sont précises au millimètre et elles confirment que la Lune dérive lentement. 3,8 cm par an, cela ne semble pas beaucoup. Mais sur des millions d'années, cela s'accumule. Dans le passé, la Lune était plus proche. Elle apparaissait plus grande dans le ciel. Quand les dinosaures levaient les yeux, la Lune aurait complètement obscurci le Soleil pendant une éclipse. Il n'y aurait pas eu de couronne visible. La Lune était trop grande, trop proche. Et dans environ 50 millions d'années, la Lune sera trop éloignée. Elle apparaîtra trop petite pour couvrir complètement le Soleil. Seules des éclipses annulaires seront possibles. Des événements où un anneau de la photosphère du Soleil reste visible autour de la silhouette de la Lune. Beau, mais pas la même chose. La couronne restera cachée. L'éclipse totale de Soleil, telle que nous la connaissons, aura disparu. Nous existons dans une fenêtre étroite de temps cosmique, peut-être 500 millions d'années de large, pendant laquelle la Lune se trouve être de la bonne taille, à la bonne distance, pour créer des éclipses totales parfaites. Et la civilisation humaine est apparue dans cette fenêtre. Nous avons développé l'intelligence, développé la science, construit des télescopes et découvert la couronne de notre propre étoile. Le tout pendant la brève ère où notre Lune rendait cette découverte possible. Les coïncidences s'empilent. Mais il y a plus encore. La Lune nous montre aussi un seul visage. Elle tourne sur son axe exactement à la même vitesse qu'elle orbite autour de la Terre. Un phénomène appelé rotation synchrone. L'explication est bien comprise. L'attraction gravitationnelle de la Terre a créé un renflement dans le corps de la Lune, dont la friction a graduellement ralenti sa rotation jusqu'à correspondre à sa période orbitale. Chaque grande lune du système solaire est verrouillée ainsi. Ce n'est pas inhabituel. Mais la combinaison l'est. Une lune verrouillée exactement de la bonne taille pour des éclipses totales, orbitant autour de la seule planète connue avec des observateurs intelligents. Chaque élément a une explication banale, mais empilés ensemble, ils forment quelque chose qui semble conçu, même si ce n'est presque certainement pas le cas. Le Soleil et la Lune. Un ratio de 400. Une fenêtre de 500 millions d'années. Un visage qui ne se détourne jamais. Et des éclipses qui ont façonné la civilisation humaine de manière que la plupart des gens n'envisagent jamais. Les cultures anciennes ont bâti des religions autour des éclipses. La capacité de les prédire a été l'un des premiers triomphes de la pensée scientifique. Sans éclipse parfaite, la couronne n'aurait pas été découverte avant l'ère spatiale. La Lune n'a pas seulement créé de belles ombres, elle a créé les conditions pour certaines formes de connaissances. Et maintenant, sous ce disque parfait, sous la surface qui résonne quand on la frappe, sous les cratères où des lumières clignotent sans explication, les scientifiques ont trouvé quelque chose qui change entièrement la conversation. Des grottes, pas des grottes théoriques, des espaces souterrains confirmés, vérifiés par radar, attendant sous la surface de la Lune. Et ce qu'ils ont trouvé là-dessous a des implications qui vont bien au-delà du simple abri. Pendant plus de 50 ans, les scientifiques suspectaient qu'elles étaient là. Des tunnels creux sous la surface de la Lune, creusés par d'anciens fleuves de lave, il y a des milliards d'années, quand la Lune était encore volcaniquement active.
La logique était solide. Sur Terre, les tubes de lave se forment quand la roche fondue coule sous une croûte durcie. La lave se draine. La croûte reste. Un tunnel est laissé derrière. Les tubes de lave terrestres sont impressionnants mais modestes. Ils atteignent typiquement au maximum environ 30 mètres de large. Sur la Lune, avec sa gravité plus faible, seulement 1/6 de celle de la Terre, la physique permet quelque chose de beaucoup plus grand. Des tubes potentiellement de plusieurs centaines de mètres de large. Des corridors souterrains entiers s'étendant sur des kilomètres sous la surface grise. Mais suspecter n'est pas la même chose que prouver. Et pendant des décennies, les preuves sont restées indirectes. Des photographies depuis l'orbite ont montré plus de 200 puits à la surface de la Lune. Des trous sombres, certains de plus de 100 mètres de diamètre, qui semblaient être des lucarnes vers des vides souterrains. Des sections de plafond effondrées, où ce qui se trouvait en dessous s'était partiellement écroulé, laissant une ouverture vers la surface. Les puits étaient tentants, mais un puits n'est pas une grotte. Un puits pourrait n'être qu'un effondrement localisé, avec rien au-delà. Pour prouver l'existence d'une véritable grotte, un espace souterrain s'étendant au-delà du puits lui-même, il fallait voir à travers la roche. En juillet 2024, une équipe internationale dirigée par Leonardo Carrer de l'Université de Trente en Italie a publié ses résultats dans la revue Nature Astronomy. Ils avaient réanalysé des données radar collectées par l'instrument Mini-RF à bord du Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Les données dormaient dans les archives depuis 2010, 14 ans d'informations attendant la bonne analyse. L'équipe de Carrer a utilisé des techniques sophistiquées de traitement du signal pour extraire des détails des retours radar que les analyses précédentes avaient manqué. Et ce qu'ils ont trouvé sous le puits de Mare Tranquillitatis était sans ambiguïté. Une grotte, une cavité souterraine confirmée d'au moins 45 mètres de large et entre 30 et 80 mètres de long, commençant à environ 150 mètres sous la surface. La première grotte prouvée sur la Lune. Carrer l'a dit simplement, les grottes lunaires sont restées un mystère pendant plus de 50 ans. Donc c'était surprenant de pouvoir enfin prouver l'existence d'un conduit souterrain. La grotte se situe sous le puits le plus profond connu sur la Lune, une ouverture elliptique béante dans la surface de la Mare Tranquillitatis, la mer de la tranquillité. C'est la même vaste plaine sombre où Armstrong et Aldrin ont atterri en 1969. L'entrée de la grotte se trouve à seulement 370 km, au nord-est du site d'alunissage d'Apollo 11. Pendant 55 ans, les premiers humains à avoir marché sur la Lune étaient à quelques heures de route d'une porte d'entrée vers l'intérieur de la Lune. La grotte est presque certainement un tube de lave, la section initiale de ce qui pourrait être un réseau de tunnels beaucoup plus long. Il y a des milliards d'années, la lave coulait sous la surface durcie de la Mare Tranquillitatis. Quand l'activité volcanique s'est arrêtée, la lave s'est drainée, laissant des conduits creux derrière elle. Le puits de Mare Tranquillitatis est une lucarne vers l'un de ces conduits, un endroit où le plafond s'est effondré et a créé une ouverture vers la surface. Les implications sont énormes. La surface de la Lune est l'un des environnements les plus hostiles du système solaire interne. Des températures oscillant entre 127 degrés Celsius le jour et moins 173 la nuit, des radiations cosmiques incessantes, des micrométéorites frappant la surface en permanence,
Construire un habitat en surface est un défi d'ingénierie colossal. Mais sous terre, tout change. Une étude de 2022 a découvert que certains puits et grottes lunaires maintiennent une température constante d'environ 17 degrés Celsius. 17 degrés. La température ambiante. Les parois rocheuses fournissent un blindage naturel contre les radiations. Le plafond protège contre les impacts. Une grotte sur la Lune n'est pas juste un abri. C'est un habitat prêt à l'emploi. Riccardo Pozzobon de l'Université de Padoue, qui sert d'instructeur pour le programme de formation Pangaea de l'Agence spatiale européenne, a qualifié les grottes lunaires, les lucarnes et les puits effondrés de portes vers le monde souterrain et d'objectifs formidables pour l'exploration humaine. L'ESA forme déjà des astronautes à l'exploration souterraine à travers son programme CAVS, les préparant à la possibilité de descendre dans des vides lunaires lors de futures missions. L'agence étudie également des concepts de micro-rovers à câbles qui seraient descendus dans les lucarnes pour cartographier le terrain souterrain avant que les humains ne tentent la descente. C'est un domaine où l'expertise européenne, et française en particulier, s'avère précieuse. Le CNES, depuis le Centre spatial de Toulouse, participe activement à la conception d'instruments de détection souterraine, tandis que les géologues du CNRS contribuent à l'analyse des données radar orbitales. Mais les grottes ne sont pas seulement utiles comme abri. Ce sont des trésors scientifiques. La surface de la Lune a été battue par des milliards d'années d'impact de météoroïdes, d'exposition aux radiations et du processus constant de brassage appelé jardinage, où les micrométéorites pulvérisent la couche supérieure de sol en poudre fine. Tout enregistrement géologique en surface a été perturbé et mélangé au-delà de toute reconnaissance. Mais sous terre, la roche est vierge. Protégée de tous les processus de surface, les parois et les sols des grottes lunaires préservent l'histoire géologique de la Lune, dans son état original. Pozzobon l'a expliqué simplement. Plus on descend profondément, plus on a accès au premier stade de la Lune, quand elle s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Une grotte sur la Lune est une capsule temporelle. Des formations rocheuses non perturbées qui enregistrent les conditions de l'ère la plus ancienne du système solaire. Des coulées de lave de différentes époques, superposées les unes sur les autres, racontant l'histoire de l'activité volcanique de la Lune dans une séquence préservée. En mars 2025, la NASA a publié des preuves supplémentaires suggérant que le réseau de grottes sous la mare Tranquillitatis pourrait être bien plus étendu que ce que la confirmation initiale a révélé. Plus de 200 puits ont été identifiés à la surface de la Lune. Si même une fraction d'entre eux mène à des systèmes de grottes, la Lune souterraine pourrait être un labyrinthe. Et les espaces souterrains pourraient aussi contenir autre chose. De l'eau, des dépôts de glace et des composés volatiles qui ont été piégés et préservés dans l'obscurité froide, protégés de la chaleur du soleil et du vide de l'espace. Ces matériaux ne sont pas seulement scientifiquement précieux, ils sont le fondement de toute présence humaine permanente sur la Lune. L'eau peut être décomposée en oxygène pour respirer et en hydrogène pour le carburant de fusée. Une grotte avec de la glace n'est pas seulement un abri, c'est une station-service et un système de survie. La NASA a confirmé le puits de Mare Tranquillitatis comme un site prometteur pour une base lunaire. L'ère de la spéculation est terminée. Les grottes sont réelles. La question maintenant est, qu'y a-t-il d'autre là-dessous?
Et si la Lune possède des vides souterrains massifs et confirmés, formés par d'anciennes coulées de lave ou par des processus que nous n'avons pas encore identifiés, il est intéressant de noter que 2 scientifiques soviétiques ont posé une question sur exactement cette possibilité il y a plus de 50 ans. Leur réponse était fausse, presque certainement fausse. Mais la question qu'ils ont posée et les preuves spécifiques qu'ils ont citées en 1970 n'ont jamais entièrement disparu. Maintenant, nous devons être très clairs sur où nous en sommes dans ce documentaire. Tout ce que nous avons discuté jusqu'ici, le tintement sismique, les interférences radio, les phénomènes lunaires transitoires, les théories d'origine, la géométrie des éclipses, les grottes confirmées, tout cela est de la vraie science. Des données vérifiées, des recherches publiées, des résultats examinés par les pairs. Ce que nous sommes sur le point de discuter ne l'est pas. Ce qui suit est une théorie que la communauté scientifique a rejetée complètement, à plusieurs reprises et avec de bonnes raisons. Mais c'est une théorie qui refuse de mourir. Et comprendre pourquoi elle persiste est presque aussi intéressant que la théorie elle-même. Parce que l'hypothèse de la Lune vaisseau spatial est construite sur des points de données réels. Elle atteint simplement les mauvaises conclusions à partir d'eux. En 1970, 2 membres de l'Académie des sciences de l'URSS, Mikhail Vazin et Alexandre Shcherbakov, ont publié un article dans le magazine soviétique populaire Spoutnik, intitulé « La Lune est-elle la création d'une intelligence extraterrestre ?» Leur proposition était extraordinaire. La Lune, argumentait-il, n'est pas un corps naturel. C'est un planétoïde évidé, son intérieur rempli de machines et de structures, placé en orbite terrestre intentionnellement par une civilisation extraterrestre avancée il y a des millions d'années. C'étaient des membres de l'Académie des sciences soviétiques écrivant dans une publication grand public. Ils ont construit leur argumentation sur 7 observations spécifiques. La densité anormalement faible de la Lune, ses cratères inhabituellement peu profonds, le tintement sismique quand elle est frappée, la présence de titane et de métaux dans le sol, sa taille anormalement grande pour un satellite, la géométrie parfaite des éclipses et des roches magnétisées que son petit noyau n'aurait pas dû pouvoir produire. 7 anomalies, 7 questions légitimes. Mais chacune a une explication naturelle. La faible densité vient de l'absence d'un grand noyau de fer. Les cratères peu profonds s'expliquent par le rebond isostatique. Le tintement est une conséquence de la sécheresse extrême. Le titane existe dans l'ilménite, un minéral naturel abondant dans le basalte lunaire. La taille est compatible avec les simulations de l'impact géant. Les éclipses sont une coïncidence remarquable. Et le champ magnétique reste un domaine de recherche actif avec plusieurs explications proposées, aucune ne nécessitant d'intervention extraterrestre. La cartographie gravitationnelle par les missions Lunar Prospector en 1998 et Grail en 2012 confirme un intérieur solide et différencié. Il n'y a pas de vastes espaces vides. Il n'y a pas de coque. Mais la théorie ne mourra pas, et c'est quelque chose qui mérite d'être compris. L'hypothèse de la Lune vaisseau spatial persiste parce qu'elle rassemble 7 anomalies distinctes en un seul récit dramatique. L'esprit humain est une machine à chercher des motifs. Quand quelqu'un présente 7 faits inhabituels et dit que tout cela est connecté, quelque chose en nous répond. Les explications d'individuels peuvent être correctes,
Mais le sentiment que toutes ces choses ensemble pointent vers quelque chose de plus grand et puissant. C'est la reconnaissance de motifs travaillant en sur-régime. Il existe de véritables anomalies qui persistent. Les mascons lunaires, des concentrations de masse dense sous certains bassins d'impact, créent des anomalies gravitationnelles encore débattues. Et le mystère du champ magnétique lunaire est réel. Comment un corps avec un noyau si petit a généré et maintenu un champ magnétique pendant des milliards d'années reste une question ouverte en sciences planétaires. Ce sont de vrais mystères qui méritent des recherches sérieuses. La Lune vaisseau spatial est de la science-fiction. Mais la théorie persiste parce que les questions sous-jacentes sont bonnes, même quand les réponses sont fausses. L'important est de reconnaître la différence entre une question ouverte et une question résolue. La question de savoir si la Lune est un vaisseau spatial a été résolue. Elle ne l'est pas. La question de ce qui se trouve vraiment à l'intérieur n'a pas reçu de réponse complète. Mais la Lune vaisseau spatial n'est pas l'affirmation la plus folle qui ait été faite sur notre plus proche voisin. Parce qu'en 2007, un homme prétendant être un astronaute à la retraite a mis en ligne des images sur Internet affirmant qu'Apollo ne s'est pas terminé avec Apollo 17, qu'il y a eu des missions secrètes, des missions menées en partenariat avec l'Union soviétique et que lors de l'une de ces missions, ils ont trouvé quelque chose sur la face cachée de la Lune, quelque chose qui n'était pas de la roche. Voici ce que nous savons avec certitude. Apollo 18, 19 et 20 étaient au planifié. C'étaient de vraies missions avec de vrais calendriers et du vrai matériel en cours de construction. Des fusées Saturne V, des modules de commande, des modules lunaires, des sites d'alunissage avaient été sélectionnés, des équipages étaient en formation, et puis, en septembre 1970, la NASA a annulé Apollo 20. En septembre 1971, Apollo 18 et 19 ont été supprimés également. Les raisons étaient claires. Le Congrès américain taillait dans le budget de la NASA. La guerre du Vietnam consumait les ressources nationales. L'intérêt du public pour la Lune s'était effondré après l'excitation initiale d'Apollo 11. Le coût de chaque mission était d'environ 450 millions de dollars de l'époque. La volonté politique avait disparu. Le matériel qui avait été construit a été réaffecté ou mis à la retraite. Une Saturne V a été utilisée pour lancer la station spatiale Skylab. D'autres sont allés dans des musées. On peut les voir aujourd'hui. Des fusées massives couchées sur le côté dans des centres de visiteurs. Des monuments à un avenir qui a été annulé. La fin abrupte d'Apollo a nourri le sentiment chez certains que la vraie raison n'était pas l'argent, que quelque chose d'autre s'était passé, que quelque chose avait été trouvé, que les missions ne s'étaient pas arrêtées, elles étaient passées dans la clandestinité. En 2007, un utilisateur se faisant appeler William Rutledge a commencé à mettre en ligne des vidéos sur Internet. Il prétendait être un astronaute à la retraite, âgé de 78 ans, vivant au Rwanda. Son histoire était extraordinaire. Il disait qu'Apollo 20 n'avait pas été annulé. Il avait été reclassifié. Il était devenu une mission secrète conjointe entre les États-Unis et l'Union soviétique, lancée en août 1976 depuis la base de Vandenberg en Californie, en utilisant une fusée Saturne V qui avait été officiellement mise hors service. La cible de la mission, prétendait Rutledge,
était une anomalie sur la face cachée de la Lune. Un objet massif en forme de cigare d'environ 3 km de long, partiellement enfoui dans la surface lunaire près du cratère Itsak. Il disait que cet objet avait été identifié sur des photographies prises lors de la mission Apollo 15 et que son apparence non naturelle avait déclenché une enquête secrète. Selon Rutledge, l'équipage d'Apollo 20 avait atterri près de l'objet, y était entré et avait découvert les restes d'un ancien vaisseau spatial extraterrestre contenant un corps humanoïde préservé. Les vidéos ont accumulé des millions de vues. L'histoire est devenue l'une des affirmations les plus élaborées de l'histoire d'Internet. Et c'est presque certainement un canular. Aucun document officiel de la NASA ne soutient une quelconque mission Apollo après la 17e. William Rutledge n'a jamais été vérifié comme une personne réelle. Et surtout, on ne peut pas lancer secrètement une Saturne V, la plus grande fusée jamais construite, produisant plus de 33 millions de newtons de poussée au décollage, dont la signature sismique serait enregistrée par des stations de surveillance du monde entier. L'analyse vidéo par de multiples enquêteurs indépendants a identifié les images comme probablement fabriquées. L'objet en forme de cigare visible sur les photographies d'Apollo 15 est presque certainement une formation géologique. Mais l'histoire persiste, pour des raisons qui méritent d'être comprises. Les annulations d'Apollo étaient réelles. Le secret de la guerre froide était réel. L'idée d'une collaboration spatiale secrète n'est pas absurde. Le vrai Apollo-Soyouz de 1975 a vu des vaisseaux américains et soviétiques s'amarrer en orbite. Et puis, il y a les faits réels dont la culture conspirationniste se nourrit. Les conférences de presse étrangement mornes des astronautes. La décision d'éteindre les sismomètres en 1977. Et la question la plus fondamentale. Après avoir marché sur la Lune 6 fois, l'humanité a simplement arrêté d'y aller pendant 54 ans. Non pas parce que nous ne pouvions pas, mais parce que nous avons choisi de ne pas le faire. Apollo 20 est de la fiction, mais la question qu'elle exploite est réelle. Pourquoi avons-nous arrêté? Et la réponse ne concerne pas seulement les budgets. La vraie raison a à voir avec les ressources, le pouvoir, une course déjà en cours entre les nations les plus puissantes. Une course pour la Lune elle-même. Oubliez les discours sur l'exploration. Les vraies raisons pour lesquelles les gouvernements dépensent des centaines de milliards sont plus anciennes que n'importe quel programme spatial. Les ressources, le territoire, le pouvoir. La moitié des 450 missions lunaires prévues jusqu'en 2033 sont commerciales. Les revenus attendus de l'économie lunaire dépassent 150 milliards de dollars. Des entreprises déposent des revendications pour le spectre radiolunaire. Des nations rédigent des cadres juridiques pour l'exploitation minière extraterrestre. Et au centre de tout cela se trouve le pôle sud lunaire. Le pôle sud de la Lune contient des cratères en nombre permanente, des endroits où la lumière du Soleil n'a pas pénétré depuis des milliards d'années. Et dans ces cratères, piégés dans le froid éternel, il y a de la glace d'eau, confirmée par de multiples missions orbitales, dont Chandrayaan-1 de l'Inde en 2008 et le Lunar Reconnaissance Orbité de la NASA. L'eau sur la Lune n'est pas juste de l'eau. C'est tout. Décomposez l'eau en hydrogène et en oxygène. Et vous avez de l'air respirable et du carburant de fusée. Utilisez-la pour boire, pour l'agriculture, pour les systèmes de refroidissement.
l'eau sur la Lune la transforme d'une destination en une station-service. Un dépôt de ravitaillement entre la Terre et Mars, entre la Terre et partout ailleurs. Celui qui contrôle l'eau contrôle la logistique de l'espace lointain. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a été direct à ce sujet. Cette fois, l'objectif n'est pas des drapeaux et des empreintes de pas. Cette fois, l'objectif est de rester. La NASA a récemment annoncé un plan de 20 milliards de dollars pour construire une base permanente à la surface lunaire, réorientant les ressources de la station orbitale Gateway prévue vers l'infrastructure au sol. Le message est clair. Nous ne visitons pas. Nous nous installons. Mais l'eau n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié est l'hélium-3, un isotope léger non radioactif. Sur Terre, il est extraordinairement rare, moins de 25 tonnes sur la planète entière. Mais la Lune se baigne dans le vent solaire depuis 4,5 milliards d'années. Et sans champ magnétique pour le dévier, l'isotope s'est implanté dans le sol lunaire. Les réserves estimées vont de 500 millions à 3 milliards de tonnes. L'hélium-3 est le carburant théorique de la fusion nucléaire propre. 25 à 30 tonnes pourraient alimenter un pays comme la France pendant 1 an. En France, le projet ITER à Cadarache représente justement cette course vers la maîtrise de la fusion. Si les chercheurs du CEA parviennent à démontrer sa faisabilité, la question de l'approvisionnement en hélium-3 deviendra soudainement très concrète. En mai 2025, le département américain de l'énergie a effectué le premier achat gouvernemental d'une ressource extraterrestre. 3 litres d'hélium, 3 lunaires. L'honnêteté exige une mise en garde. La fusion à l'hélium-3 n'a pas été réalisée à grande échelle. Le physicien Frank Close a qualifié l'idée de chimère. Mais l'isotope est déjà précieux pour l'informatique quantique, l'imagerie médicale et la sécurité nucléaire. Le marché existe et l'offre terrestre s'épuise. Et puis, il y a la course. La Chine n'attend pas. Chang'e 7 en 2026 étudiera le pôle Sud. Chang'e 8 en 2028 testera l'extraction de ressources. La Chine prévoit un alunissage habité d'ici 2030 et construit la Station internationale de recherche lunaire avec la Russie, opérationnelle d'ici 2035. 13 nations ont adhéré au programme chinois. 45 ont signé les accords Artemis. La France, à travers le CNES et l'ESA, joue un rôle clé dans Artemis. Le pôle Sud est petit. Les sites viables sont limités. 2 bases ne peuvent pas facilement coexister. Ce n'est pas seulement une question de science, c'est une question de qui écrit les règles pour l'extraction de ressources extraterrestres. La course lunaire est réelle et elle se déroule plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Le 1er avril 2026, rampe 39B au Centre spatial Kennedy en Floride. La fusée la plus puissante depuis Saturne V se dresse sur le pas de tir. Le Space Launch System, plus de 98 mètres de haut, près de 40 millions de newtons de poussée au décollage. Et tout au sommet, à l'intérieur d'un vaisseau spatial nommé Integrity, 4 êtres humains sont attachés à leur siège. Reed Wiseman, commandant. Victor Glover, pilote, la première personne de couleur à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Christina Koch, spécialiste de mission, la première femme à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Et Jeremy Hansen, de l'Agence spatiale canadienne, le premier citoyen non américain à voler près de la Lune. Le compte à rebours atteint 0. Les propulseurs s'allument. La fusée dépasse la tour dans un mur de bruit si profond qu'on le ressent dans la poitrine.
En quelques minutes, l'étage principal se sépare et Orion est lancé sur son orbite initiale. Victor Glover a regardé par le hublot et a dit ce que n'importe qui aurait dit. « Je le vois. Regarde ça. Je vois la Lune dans le champ de vision. » Puis l'équipage a signalé un problème, un voyant de panne clignotant sur les toilettes. Parce que même lors du vol le plus historique d'une génération, la plomberie compte. Le 2 avril, le moment décisif est arrivé. La mise à feu d'injection translunaire. 5 minutes et 50 secondes de poussée. Quand la mise à feu s'est achevée, l'équipage était engagé sur une trajectoire de retour libre vers la Lune. Si tout échouait à partir de ce point, la gravité lunaire les renverrait naturellement vers la Terre. Le même type de trajectoire qui a sauvé l'équipage d'Apollo 13. Le 3 avril, la première correction de trajectoire prévue a été annulée. Elle n'était pas nécessaire. La trajectoire d'Orion était si précise qu'aucun ajustement n'était requis. Et au moment où ces mots vous parviennent, l'équipage d'Artemis II est à plus de la moitié du chemin vers la Lune. Ils sont plus loin de la Terre que tout être humain ne l'a été depuis 1972. Le 6 avril, ils passeront devant la Lune pendant une fenêtre d'observation de 6 heures. Ils vivront quelque chose qu'aucun être humain n'a vu depuis l'ère Apollo. Une éclipse solaire vue de derrière la Lune, la couronne visible pendant près d'1 heure. Ils verront la face cachée, la même face cachée où Apollo 10 a entendu sa musique. Ils passeront au-dessus de la mare Tranquillitatis, où la première grotte lunaire confirmée attend sous la surface. Ils établiront un record, la plus grande distance de la Terre jamais parcourue par un être humain, battant le record d'Apollo 13 d'environ 7600 km. Le commandant Reed Wiseman a partagé des photographies de la Terre prises depuis les hublots d'Orion. La NASA en a publié une avec un message qui capture l'instant. Faites une pause avec l'équipage d'Artemis II alors qu'il regarde notre planète natale. C'est nous tous ensemble, regardant les astronautes voyager vers la Lune. La mission devrait amérir dans l'océan Pacifique vers le 10 ou le 11 avril. Et quand ce sera terminé, l'équipage rapportera la preuve que les humains peuvent voyager dans l'espace lointain et revenir en sécurité, que nous sommes prêts pour la prochaine étape. Artemis 3, l'alunissage, le pôle sud, la glace, les grottes, le début d'une présence humaine permanente sur la Lune. Mais avant de regarder vers l'avant, nous devons regarder ce que les astronautes d'Apollo ont rapporté. Parce que les roches lunaires qu'ils ont ramenées contenaient des choses que personne n'attendait, et un détail si étrange et si viscéral que chaque astronaute qui l'a vécu s'en est souvenu pour le reste de sa vie. 382 kg. C'est la quantité de Lune que les astronautes d'Apollo ont rapportée. 382 kg de roches, de sol et de carottes collectées sur 6 sites d'alunissage différents à travers la surface lunaire. Cela reste l'une des collections scientifiques les plus précieuses de l'histoire humaine. Et ce que ces échantillons ont révélé a tout changé. D'abord, les jumeaux. Quand les scientifiques ont analysé les ratios d'isotopes d'oxygène dans les échantillons lunaires, ils ont trouvé quelque chose de stupéfiant. La Lune et la Terre sont des jumeaux chimiques. Leurs signatures isotopiques sont virtuellement identiques. C'est la preuve qui a lancé l'hypothèse de l'impact géant et a simultanément créé la crise isotopique, dont nous avons parlé plus tôt. Si la Lune est née des débris d'une collision entre la Terre et un autre corps, pourquoi ressemble-t-elle exactement à la Terre
et non à l'impacteur. Les roches nous ont donné à la fois la réponse et la question en même temps. Ensuite, l'océan de feu. Les échantillons d'Apollo ont révélé que la Lune a été entièrement recouverte par un océan de magma, un globe de roches fondues. Quand la Lune s'est formée à partir des débris de l'impact de Theia, l'énergie de son assemblage était si énorme que le corps entier a été liquéfié. Les températures dépassaient 1000 degrés Celsius. Cet océan de magma s'est lentement cristallisé sur des millions d'années. Les minéraux denses comme l'olivine et le pyroxène ont coulé pour former le manteau. Les minéraux plus légers comme le plagioclase ont flotté à la surface et durci en la croûte pâle que nous voyons comme les hauts plateaux lunaires. Les zones sombres, les marias, sont des coulées de lave plus récentes qui ont rempli les grands bassins d'impact plus tard. La surface visible entière de la Lune est un registre fossile de cet ancien océan de feu se refroidissant et se solidifiant en un monde. Puis, la surprise de l'eau. Pendant des décennies après Apollo, la Lune était considérée comme complètement sèche. Les échantillons ne montraient aucune eau. Zéro. La chaleur de l'impact géant aurait dû faire évaporer toute substance volatile, chaque goutte d'humidité, chaque trace de vapeur d'eau. La Lune était morte et sèche. Affaire classée. Sauf que l'affaire n'était pas classée. En 2008, des chercheurs sont retournés aux échantillons d'Apollo avec de meilleurs instruments. Ils ont réexaminé de minuscules billes de verre volcanique collectées par Apollo 15 et 17. Et à l'intérieur de ces billes, piégées comme des bulles dans de l'ambre antique, ils ont trouvé de l'eau. Pas beaucoup, des parties par millions, mais c'était là. De l'eau à l'intérieur de la Lune. De l'eau qui avait survécu au processus de formation ou avait été apportée plus tard par des comètes et des astéroïdes. La découverte a renversé des décennies d'hypothèses et a ouvert un nouveau chapitre de la science lunaire. Puis, le mystère magnétique. Les roches d'Apollo étaient magnétisées. C'était une surprise totale. La Lune était censée être magnétiquement morte. La Terre génère son champ magnétique par un effet dynamo, un courant de convection brassant dans son grand noyau de fer liquide. Le noyau de la Lune est minuscule, 330 km de rayon. Bien trop petit, supposaient initialement les scientifiques, pour soutenir une dynamo. Mais les roches ne mentent pas. Elles portent une signature magnétique. La Lune a eu autrefois un champ magnétique, possiblement aussi fort que celui de la Terre, qui a persisté pendant des milliards d'années avant de s'éteindre. Comment ce noyau minuscule a généré et maintenu une dynamo assez forte pour magnétiser des roches à la surface reste l'un des véritables problèmes non résolus de la Lune. Les propositions incluent une dynamo alimentée par un refroidissement initial rapide, des impacts qui ont temporairement brassé le noyau et un mélange induit par la précession. Aucune n'explique pleinement les données. La recherche continue. Et enfin, l'odeur. Chaque astronaute d'Apollo qui a ramené de la poussière lunaire dans la cabine a remarqué la même chose. Harrison Schmitt, Apollo 17. On dirait que quelqu'un a tiré une salve de fusil ici. L'odeur était celle de la poudre à canon. La cause est chimique. La poussière lunaire, isolée de l'oxygène depuis des milliards d'années, possède des liaisons moléculaires brisées qui réagissent violemment avec l'air humide de la cabine, libérant des composés que notre nez interprète comme l'odeur de la poudre. Mais la poussière est plus qu'une odeur. Chaque grain est un éclat tranchant jamais érodé par le vent ou l'eau, qui s'accroche à tout par charge électrostatique.
Elle a rayé les visières, bloqué l'équipement et est potentiellement toxique pour les poumons humains. Gérer la poussière lunaire reste l'un des plus grands défis d'ingénierie pour toute présence permanente sur la Lune. Les échantillons d'Apollo ont répondu à des questions que nous posions depuis des siècles. Ils ont ouvert des questions auxquelles nous n'avions jamais pensé. Ils ont prouvé que la Lune avait eu un océan de magma, un champ magnétique et de l'eau. Ils nous ont montré un monde bien plus complexe et bien plus dynamique que la roche grise et morte de l'imaginaire populaire. Et ils nous ont laissé avec la connaissance que la surface de la Lune est recouverte d'une poussière fine qui sent la guerre et s'accroche à tout ce qu'elle touche. Les roches lunaires nous ont dit de quoi la Lune est faite, mais elles nous ont aussi rappelé quelque chose que nous oublions parfois. La Lune n'est pas seulement un objet de curiosité scientifique. C'est la raison pour laquelle nous existons. Sans elle, notre planète serait un endroit très différent. Et par différent, j'entends inhabitable. Vous ne pensez probablement pas à la Lune quand vous regardez les vagues rouler sur les rivages de Biarritz ou les falaises d'Étretat, mais vous devriez. Ces vagues existent à cause de la Lune. Les marées qui façonnent chaque littoral sur Terre sont entraînées par son attraction gravitationnelle. Au Mont-Saint-Michel, les plus grandes marées d'Europe transforment la baie en un spectacle extraordinaire, avec des marnages dépassant parfois 14 mètres. L'œuvre directe de notre satellite. Mais ce ne sont pas seulement les océans. La gravité de la Lune tire aussi sur le corps solide de la Terre. Le sol sous vos pieds monte et descend d'environ 30 cm chaque jour. Les marées ne sont pas seulement un décor, ce sont des moteurs de l'évolution. Les flaques de marée, ces petits bassins d'eau piégés dans des dépressions rocheuses le long des côtes, sont parmi les habitats les plus importants de l'histoire de la vie sur Terre. Ils ont créé des environnements de transition où les organismes marins se sont d'abord adaptés aux défis de la terre ferme. L'exposition à l'air, le dessèchement, les variations de température. Les créatures qui ont survécu dans les flaques de marée étaient les ancêtres de tout ce qui a finalement rampé sur le rivage et y est resté. Sans l'attraction gravitationnelle de la Lune créant ces marées, la transition de la mer vers la Terre n'aurait peut-être jamais eu lieu, ou elle aurait pu prendre tellement de temps que la vie terrestre complexe n'existerait pas encore. Mais les marées ne sont que le début de ce que la Lune fait pour nous. La Lune stabilise l'inclinaison axiale de la Terre. Notre planète est inclinée d'environ 23,5 degrés par rapport à son plan orbital. Cette inclinaison nous donne les saisons, qui entraînent les régimes météorologiques, les saisons de croissance, les migrations animales, les courants océaniques. Sans la Lune, les simulations montrent que cette inclinaison varierait de façon chaotique, oscillant entre 0 degré et 85 degrés. Imaginez un hémisphère cuit sous un ensoleillement continu pendant des mois, l'autre gelé dans l'obscurité perpétuelle. Des écosystèmes complexes ne pourraient pas s'établir. Mars, qui n'a pas de grande lune, démontre ce problème. Son inclinaison axiale varie sauvagement sur des millions d'années. Mars est un récit d'avertissement, une planète sans stabilisateur. La Lune ralentit aussi la rotation de la Terre. La friction des marées transfère graduellement de l'énergie rotationnelle de notre planète à la Lune. Les jours s'allongent d'environ 2,3 millisecondes par siècle. Il y a 4,5 milliards d'années, quand la Lune était nouvelle et beaucoup plus proche,
Un jour sur Terre durait environ 6 heures. La friction des marées lunaires l'a étiré à 24. Sans la Lune, nos jours seraient encore courts, notre météo plus violente, les vitesses de vent plus élevées. Et la Lune s'en va. 3,8 cm par an. Dans environ 50 millions d'années, les éclipses totales de Soleil ne seront plus possibles. Que se passerait-il si nous perdions la Lune? L'inclinaison axiale commencerait à errer. Le climat se déstabiliserait. Les saisons deviendraient imprévisibles. Les marées se réduiraient à 1/3 de leur force. Les écosystèmes côtiers changeraient dramatiquement. La Lune n'est pas juste une belle lumière dans le ciel. C'est la raison pour laquelle la Terre est habitable de la manière dont elle l'est. Nous devons tout à une collision cosmique, il y a 4,5 milliards d'années, qui était assez violente pour vaporiser 2 mondes et assez précise pour nous laisser avec un compagnon qui rend la vie possible. Et maintenant nous y retournons, pas pour dire merci, pas pour nous émerveiller, pour l'exploiter, pour extraire ses ressources, pour construire dessus, pour la revendiquer. La question que personne ne semble poser est de savoir si nous devrions réfléchir plus soigneusement à ce que la Lune signifie pour nous avant de commencer à creuser. Mais c'est une question pour les philosophes. Les scientifiques et les gouvernements ont déjà pris leurs décisions. Et les astronautes qui y sont réellement allés, qui se sont tenus sur sa surface et ont regardé la Terre, ont quelque chose à dire sur ce que l'expérience fait à un être humain. Juillet 1969. Apollo 11 est revenu sur Terre. 3 hommes ont voyagé sur près de 400 000 kilomètres. 2 d'entre eux ont marché sur un autre monde. Il aurait dû y avoir du champagne et une joie incontrôlable. Au lieu de cela, à la conférence de presse, Armstrong, Aldrin et Collins étaient éteints, presque sombres. Leurs expressions plates. Ils ne ressemblaient pas à des hommes célébrant la plus grande aventure de l'histoire humaine. Ils ressemblaient à des hommes portant quelque chose de lourd. Les théoriciens du complot y voient une preuve que les astronautes avaient trouvé quelque chose. L'explication plus simple est peut-être plus profonde. Ils avaient été changés. Non pas par ce qu'ils avaient trouvé, mais par ce qu'ils avaient vu. Il y a un nom pour cela, l'effet de vue d'ensemble. C'est un changement cognitif qui se produit quand on voit la Terre depuis l'espace. De ses propres yeux. On voit la mince ligne bleue de l'atmosphère. On voit l'absence de frontières. On voit la fragilité de tout ce qu'on n'a jamais connu, contenu dans une sphère qu'on pourrait couvrir avec son pouce. Et quelque chose à l'intérieur de soi change. Edgar Mitchell, Apollo 14, a vécu ce qu'il a décrit comme une explosion de conscience, une compréhension que les molécules de son corps et des étoiles lointaines avaient toutes été manufacturées dans d'anciennes fournaises stellaires. Que la séparation était une illusion. Il a fondé l'Institut des sciences noétiques, un pilote d'essai devenu mystique. Alan Shepard, le premier Américain dans l'espace, un homme de discipline d'acier, a pleuré sur la Lune, submergé par la beauté et la solitude. Buzz Aldrin a lutté contre la dépression et l'alcoolisme pendant des années après son retour. Jim Irwin est devenu pasteur évangélique. Charlie Duke, prédicateur laïque. C'étaient des ingénieurs et des pilotes d'essai, des hommes qui faisaient confiance aux instruments plutôt qu'à l'intuition. Et la Lune a transformé certains d'entre eux en chercheurs. Harrison Schmitt, le géologue d'Apollo 17,
a été la dernière personne à poser le pied sur la surface lunaire, le dernier être humain à se tenir sur la Lune. Décembre 1972. Quand il est remonté dans la cabine après sa dernière sortie lunaire, la première chose qu'il a remarquée était l'odeur, la poudre à canon. Il l'a décrite simplement. On dirait que quelqu'un a tiré au fusil ici. Mais au-delà de la poussière, au-delà de la science, au-delà de la collecte d'échantillons, Schmitt a dit simplement que l'expérience vous change pour toujours. Que se tenir sur un autre monde et regarder le sien transforme quelque chose dans la façon dont on comprend sa place dans l'univers. Et maintenant, 4 nouveaux êtres humains sont en route. L'équipage d'Artemis II volera plus loin de la Terre que n'importe qui dans l'histoire. Ils verront la face cachée. Ils passeront 6 heures à observer la surface lunaire de plus près que quiconque ne l'a fait, depuis plus de 50 ans. Pendant leur survol, ils vivront une éclipse solaire depuis derrière la Lune, le Soleil bloqué par la surface lunaire, la couronne visible pendant près d'1 heure. Et puis, ils se retourneront vers la maison. Si le précédent d'Apollo se confirme, certains d'entre eux seront changés de manière qu'ils ne peuvent pas prédire. Christina Koch, Victor Glover, Reed Wiseman, Jeremy Hansen, 4 personnes qui reviendront sur Terre différentes de quand elles sont parties. Différentes de manière que les conférences de presse et les rapports de mission ne captureront peut-être jamais. Parce que la Lune fait quelque chose aux personnes qui la voient de près. Quelque chose que la science peut décrire mais pas entièrement expliquer. Quelque chose qui transforme des astronautes en philosophes et des pilotes d'essai en chercheurs. Chaque personne qui a voyagé vers la Lune est revenue en portant la même question silencieuse. Et c'est la question avec laquelle nous terminons ce soir. Alors, nous voici à la fin du voyage. Ou peut-être au début d'un autre. Nous avons écouté la Lune sonner comme une cloche. Nous avons entendu le sifflement lugubre derrière la face cachée. Nous avons regardé des lumières scintiller depuis 1000 ans. Nous nous sommes débattus avec la violence de sa naissance. Nous nous sommes émerveillés devant le ratio de 400. Nous sommes descendus dans des grottes confirmées. Nous avons examiné l'hypothèse de la Lune vaisseau spatial et l'avons rejetée. Nous avons suivi la piste d'une mission secrète fictive. Nous avons cartographié les ressources et regardé 2 superpuissances courir pour les revendiquer. Nous avons suivi 4 astronautes volant vers la Lune en ce moment même. Nous avons tenu des roches qui sentent la poudre à canon et contiennent de l'eau qui ne devrait pas exister. Et nous avons regardé des astronautes pleurer sur la surface lunaire et revenir changés pour toujours. Chacun de ces faits a une explication. Certains sont de la science confirmée, comprise jusqu'au niveau moléculaire. Certains sont les meilleures hypothèses soutenues par des preuves solides. Certains restent des questions véritablement ouvertes que les chercheurs travaillent activement à résoudre. Ce documentaire ne vous a pas demandé de croire à un quelconque complot. Il a essayé de vous montrer que la Lune, celle que vous voyez chaque nuit, est plus étrange que vous ne le saviez. Et cette étrangeté n'est pas un échec de la science. C'est une caractéristique de la réalité. Et le fait que nous continuons à poser ces questions, que nous continuons à envoyer des vaisseaux spatiaux et à construire des instruments et à former des astronautes et à dépenser des milliards pour y retourner, vous dit quelque chose sur nous. Nous n'allons pas sur la Lune parce que nous avons répondu à toutes les questions. Nous y allons parce que nous ne l'avons pas fait. Chaque civilisation a projeté du sens sur la Lune, des dieux et des déesses,
des loups-garous et de la folie. Le mot lunatique vient de luna, la romance, la navigation, la poésie. Et dans un sens, la Lune est le miroir ultime. Elle ne produit aucune lumière propre. Chaque photon qui atteint vos yeux est de la lumière solaire réfléchie, rebondissant sur de la roche inerte et voyageant 383 000 km pour atterrir sur votre rétine. Les mystères que nous voyons dans la Lune sont des reflets de nos propres besoins, le besoin de sens cachés, le besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La Lune nous donne la permission de nous émerveiller. Et l'émerveillement n'est pas une faiblesse. C'est le moteur de tout ce que nous avons jamais découvert. Artemis II amérira dans environ une semaine. Artemis III tentera un alunissage au pôle Sud en 2027 ou 2028. La Chine tentera un alunissage habité d'ici 2030. D'ici la prochaine décennie, des êtres humains vivront sur la Lune pour la première fois. Ils foreront dans sa surface. Ils exploreront ses grottes. Ils exploiteront son sol. Ils construiront des habitats et des laboratoires et des réseaux de communication. Et quand ils le feront, ils répondront à certaines des questions que ce documentaire a soulevées. Et ils en découvriront de nouvelles auxquelles nous n'avons pas pensé. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque réponse ouvre une porte vers 10 nouvelles questions et derrière ces questions, d'autres portes. Cela ne finit jamais. Ce n'est pas frustrant, c'est beau. Nous retournons sur la Lune. Nous disons que c'est pour la science, pour les ressources, pour le prestige national. Et peut-être que c'est le cas. Mais chaque civilisation qui ait jamais levé les yeux vers la Lune a posé la même question. Et aucune d'entre elles n'y a jamais tout à fait répondu. Qu'est-ce que cette lumière dans le ciel a de particulier qui nous donne le sentiment qu'elle nous regarde en retour? Merci d'avoir écouté.